Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec vous en direct vendredi 19 mai. Vous êtes peut-être en train de faire le pont, peut-être dans votre voiture. En tout cas, il n'y a pas grand monde, je peux vous dire, dans les rues ici à Paris. On va débattre, commenter l'actualité avec vous aujourd'hui, avec François Calfon. Bonjour François, membre du bureau national du PS, ancien député, Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Vous animez une chaîne YouTube, Les Indécis, une chaîne de débat politique. Jean-Luc Benamias ne devrait pas tarder à arriver. Il est là, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Le temps que je dise tout, vous êtes connecté ? Non. Bonjour Jean-Luc. Bon, et nous on lui dira bonjour tout à l'heure. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour, et on a appris ce matin d'ailleurs que l'Iran avait exécuté deux manifestants, deux prisonniers qui avaient manifesté contre le. Ils ont exécuté aussi un Irano-Suédois. Et je m'étais d'ailleurs étonné que l'Union européenne ne proteste pas comme elle avait su le faire quand il y avait des infirmières bulgares condamnées à mort en Libye et dont je m'étais occupé. Et vraiment c'est dramatique et la machine à tuer redouble depuis 6 mois en Iran. Et n'oublions pas l'Afghanistan dont on ne parle peut-être pas suffisamment. On voit que la famine est en train d'arriver. Il y a des images terribles hier sur les réseaux sociaux. On va parler de ces SUV qui risque d'être plus taxé en matière de stationnement à Lyon. On va parler du Rassemblement national qui cherche à séduire une autre catégorie de la population, c'est-à-dire les cadres supérieurs qui votent assez peu pour le Rassemblement national. Emmanuel Macron caricaturé en Hitler. Est-ce que c'est de la liberté d'expression? Est-ce que c'est de la caricature? Est-ce que ça vous choque? On en reparle et on va évoquer tous ces sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, François Calfon. C'est un coup de gueule. Le coup de gueule, c'est qu'il y a une crise du logement absolument terrible. Le logement est à l'arrêt. J'ai jamais eu autant de demandeurs de logement. Et j'ai entendu Emmanuel Macron face à cette crise qui n'a dit qu'une chose, c'est que le logement était une politique publique qui coûtait cher de tous les côtés, qui ne produisait aucun résultat. Bon, ça c'est un constat. Depuis le temps qu'il est président de la République, il aurait pu faire quelque chose. Pourquoi ce coup de gueule? Parce qu'on parle de l'inflation, on parle du pouvoir d'achat dans les zones dites tendues, c'est-à-dire dans l'ensemble des métropoles qui représentent plus de 50% de la population française. Le poste du logement, c'est celui qui grève lourdement, en plus maintenant des prix alimentaires, le budget des Français. Et on constate que la construction, l'achat, revente, le logement social est à l'arrêt avec des centaines de milliers finalement de demandeurs. Alors c'est un produit structurel de ce qu'on appelle la décohabitation. Il y a beaucoup plus de jeunes gens qui restent longtemps finalement cette situation de célibat. Il y a beaucoup plus de couples qui se séparent et on vit beaucoup plus longtemps. Et face à cela, j'ai envie de dire rien. Alors je donne un exemple sur la seule région Île-de-France. On va construire 62 stations nouvelles de métro. On va construire plus de 200 km de lignes de métro. Alors pour ceux qui ne se représentent pas ça, c'est l'équivalent du réseau existant, on le double. Et vous savez qu'on va construire finalement des stations de métro au milieu des champs de patates, où il n'y aura pas de densité urbaine. Benamias, qui a été un écologiste impliqué, pourrait réagir. Je le pique un peu au vif parce que nous sommes une émission de radio. On est dans ce paradoxe finalement de à la fois la lutte justifiée contre l'étalement urbain et donc finalement la disparition des terres agricoles. Et ce sont les mêmes écologistes qui nous interdisent de densifier en ville. Les maires sont terrorisés à l'idée de construire. Bref, je pense que nous sommes au cœur d'une hypocrisie, d'une incapacité du politique à décider. Ça veut dire aussi que... Il y a des résistances aussi locales. Les résistances locales, vous savez, elles sont souvent le fruit de la crainte finalement d'avoir des associations environnementales qui vous empêchent de construire. Donc, dans le temps, on avait construit... C'est pas aussi simple que ça, quand même. Avec plaisir. Je soulève le débat. En tout cas, la résultante
inquiétante, c'est qu'on ne construit plus, y compris à cause des taux moi, je vois d'intérêt. des communes en Ile-de-France où ça construit, ça construit pas mal. Hein. Bah oui, mais en même temps, Valérie, je vous le dis très simplement, on a au cœur de Paris une ville-musée. D'ailleurs, je rends hommage à Yann Brossa. Il n'y a pas trop de foncier disponible. Chaque fois qu'il construit, il construit à la fois de l'accession pour les personnes favorisées et du logement social. Il y a quand même 350 000 demandeurs de logement. Alors, on peut s'en plaindre, hein, mais effectivement, celui qui a un logement de bonne qualité, les moyens d'y accéder, voit toujours d'un mauvais point de vue les grues qui sont là, mais c'est tout à fait important. Je rajoute à ce point que, là encore, une loi environnementale vertueuse, les logements dits F et G ne pourront plus être loués, hein, ce qui retire du parc énormément de logements, et on regarde tout ça comme si on était commentateur, alors que je vous le dis, je le rappelle, beaucoup de demandeurs de logement et un impact extrêmement lourd sur le pouvoir d'achat des Français. Donc voilà le coup de gueule. Dès qu'on parle de tout ça, on perd un peu nos auditeurs parce que c'est technique, mais c'est quand même très concret, me semble-t-il. Ça concerne beaucoup de monde, hein, ça c'est évident. En tout cas, il y a un manque de politique du logement et de l'immobilier même, qui remonte aux années Hollande. On se souvient de, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, Emmanuel Cos, qui était, je crois, ministre en charge de ces questions. Et en fait, il y a une constante. Et Emmanuel Macron s'est plus démarqué pour effectivement une fiscalité favorable aux valeurs mobilières, à la finance, et voilà, pour la vie, que immobilière. Et c'est vrai que c'est une de ses constantes depuis 6 ans, c'est de n'avoir pas appliqué une mesure de bon sens. C'est quand le logement va, tout va, quand l'immobilier va, tout va, mais il s'en est pas du tout préoccupé. Et les professionnels de l'immobilier, que ce soit des promoteurs les plus capitalistiques aux acteurs les plus sociaux, se plaignent depuis 6 ans d'un manque de politique du logement. Ça s'aggrave terriblement. Voilà. C'est qui le ministre du Logement ? Monsieur Klein. Olivier son prénom. Olivier Klein. Pourrait connaître ces sujets-là, puisqu'il est l'ancien maire sortant de Clichy-sous-Bois, qui connaît les difficultés. Alex, non, mais en plus, les solutions, on les a, effectivement. Quand on parle avec les promoteurs ou les professionnels de l'immobilier, ils vous disent qu'il faut construire plus haut, il faudrait que le millefeuille administratif, qui est 30 décrieurs en France, alors là, pour le coup, entre les professionnels et l'État, soit largement allégé. Donc les solutions, on les a, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à transformer, en fait. Et aujourd'hui, quand vous voyez même le prix de l'immobilier, le prix à la location, le prix à l'achat, ça fait de la pénurie. Mais c'est incroyable. Enfin, on a un vrai problème de ce côté-là. Et surtout, comme vous le dites, François, dans les zones urbaines, à Paris notamment, puisque moi j'habite Paris et je regarde pour me loger moi-même quelquefois. C'est hallucinant. Les prix sont délirants. Donc on a un problème effectivement de politique du logement. Mais c'est vrai qu'on a un problème, on parle de Monsieur Klein, du ministre du Logement, on a un problème d'incarnation générale dans ce gouvernement. Donc quand on parle de logement et qu'on ne sait pas associer un ministre qui va avec, qui est pourtant quelqu'un franchement d'intéressant, sympathique d'ailleurs. Et puis qui a été compétent dans sa ville au moment où il était maire et qui était reconnu d'ailleurs pour ces questions de logement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai blocage. Jean-Luc, vous voulez dire un mot ? Oui, bon, il y a un blocage partout. Vous regardez la ville de Marseille, a été grondée cette semaine ou la semaine dernière pour l'absence de manque de construction de logements sociaux. J'ai entendu ce que disait François Calfon. Le problème des centres-villes, c'est que le prix du immobilier est absolument énorme. Le prix du foncier est énorme. Et donc construire des logements sociaux dans les centres-villes demande énormément d'argent et énormément d'investissement. Deuxièmement, et effectivement, si on reconstruit de l'ancien, il est plus facile de construire du neuf que de l'ancien. Rénover de l'ancien avec toutes les normes, c'est plus cher que construire du neuf. Sauf que pour construire du neuf, il faut acheter du terrain dans les centres-villes et c'est extrêmement difficile. On va passer à votre coup de gueule, Michel. Alors, coup de cœur, je sais pas. Non, c'est plutôt, c'est quand même un coup de gueule plutôt. Il y a donc aujourd'hui jusqu'à dimanche le G7 qui se tient au Japon, à Hiroshima, donc qui est la réunion des 7 ou 8 plus grandes puissances occidentales, on va dire, dans le monde. Alors on vient d'apprendre, je crois, que le président Zelensky va se rendre sur place. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est qu'en fait, il y a un grave problème, c'est que les autorités japonaises ont annoncé il y a quelques semaines qu'elles allaient rejeter de nombreux déchets nucléaires tirés de la centrale de Fukushima dans le Pacifique.
Et c'est pas la première fois qu'ils le font depuis qu'il y a eu l'accident de Fukushima il y a 12 ans, il y a 13 ans. Mais là, ça suscite une vive inquiétude, notamment dans les petites îles insulaires, États insulaires du Pacifique. La Corée du Sud aussi a protesté, la Chine s'inquiète. Et c'est vrai que, en fait, et ça rejoint peut-être un petit peu le débat que vous posez en France, Monsieur Calfon, c'est qu'en fait, et moi je suis plutôt pour le nucléaire, ou plus exactement pour un mix énergétique entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Mais on ne peut plus aujourd'hui s'exonérer de prendre en compte la problématique, d'une part de la sécurité. J'espère qu'elle est toujours aussi maximale qu'elle l'était dans le passé. Et ensuite, de ce qu'on fait des déchets nucléaires. Et on ne peut pas utiliser le Pacifique comme une sorte de poubelle des déchets nucléaires que l'on a à gérer. Et c'est vrai que en Japon, il y a un problème de débat public parce que d'une part, il y a une forte partie de la société qui est très inquiète par ce traitement. Et vous avez des autorités japonaises, pour des raisons un peu, j'ai envie de dire, régaliennes, qui s'arc-boutent sur une politique très nucléaire. Voilà. Oui, moi je suis d'accord avec... on sait très bien finalement, et ça est résumé dans ce que vous venez de dire, que le nucléaire civil est extrêmement vertueux, je vais le préciser, je vais le chiffrer, y compris sur le plan de la sécurité, modulo un sujet qui est celui des déchets. Parce que les déchets ultimes, on ne sait pas les valoriser. Ça, c'est très clair. Bon, je vais quand même rappeler les chiffres, parce que là, évidemment, c'est tout à fait terrifiant de déverser, je ne connais pas le sujet d'espèces, des déchets ultimes nucléaires issus d'une catastrophe dans l'eau. Simplement, revenons en Europe. Il y a 15 000 morts par an du charbon. Il y a une surmortalité du charbon depuis que l'Allemagne, c'est par milliers de morts, depuis que l'Allemagne a repris et ouvert des mines à ciel ouvert absolument incroyables de charbon. Quand vous reprenez l'histoire du nucléaire civil, vous comptez le nombre de morts, je le dis très nettement parce que personne ne pourrait y croire, à moins d'une centaine, y compris à Fukushima. Donc je pense que comparaison n'est pas raison, mais qu'il faut... Alors ça, c'est les morts directes. Mais d'accord, mais enfin les morts indirectes, morts indirectes de l'industrie du charbon, c'est tous les jours des dizaines de milliers en Europe. Et si vous voulez, quand je regardais hier en replay une émission sur les jets privés contre lesquels, pour des raisons de classe, si j'ose dire, je suis pas trop favorable. Mais enfin, vous avez 0,1% du carbone mondial, alors que le charbon et le chauffage urbain, on est à 20 à 25%. Donc il faut quand même garder raison sur ces sujets-là. Alors maintenant, moi je ne suis pas technophobe, et j'en termine par là. Il y aura bientôt la fusion nucléaire, j'espère, qui produira sans déchets une énergie abondante, et donc il faut avoir confiance dans la science sur ces sujets-là, en ne mésestimant pas le sujet des déchets nucléaires qui existent effectivement. 9h14 sur Sud Radio, on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Alors Jean-Luc, vous c'était un coup de gueule. Jean-Luc Benamias. J'ai un coup de gueule sur l'utilisation d'un nouvel article. Enfin, il n'est pas nouveau, l'article 40. Mais globalement, je ne comprends plus rien dans la volonté d'apaisement du président de la République. En tout cas, c'est ce qu'il a exprimé il y a quelques semaines. D'utilisation régulière de ne pas vouloir laisser voter l'Assemblée nationale. On sait que si ce vote avait lieu à l'initiative du groupe Fluot, on ne sait pas quel serait le résultat. Mais laissons voter les députés. Et arrêtons de trouver des articles qui ne permettent pas à l'Assemblée nationale de gérer ce qu'ils ont à gérer. Voilà. C'est un vrai coup de gueule par rapport à ça, parce que globalement, ce pays a besoin d'apaisement et on n'est pas encore dans l'apaisement, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Effectivement, on voit que le gouvernement est en train de... J'ai pas arrêté de faire de la provocation à mon ami Jean-Luc en lui parlant du nucléaire et tout ça, il n'a pas réagi. Je voulais qu'on avance. Je dis avec le sourire. Et pour le coup, à chaque fois qu'il parle, je suis d'accord avec lui. Donc c'est mal de ma part. Et alors, je rajouterai... Mais c'est l'union des gauches, là. J'appuierai... Non, mais c'est surtout un ami. J'appuierai son propos en disant la chose suivante, que tout le monde remarque sur la pratique de la 5e par Emmanuel Macron. Il est en train de faire détester la 5e République, même à ceux qui l'adoraient. C'est quand même tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'on dit que le président de la République est le garant des institutions. Monsieur chamboule tout, veut y compris chambouler finalement à la fois la pratique et les institutions elles-mêmes. À jouer avec le feu, on se brûle, et lui sera peut-être parti parce qu'il aura fait son 2e mandat, et on se retrouvera peut-être avec un extrême au pouvoir. Peut-être un mot sur cet article 40 et sur ce truc que veut employer
employer le gouvernement pour empêcher le vote. Ça a encore créé un problème, gratuitement de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui a encore créé de la tension dans le pays. Maintenant, si cette proposition de loi passe, on sait pertinemment, a priori, que l'Assemblée nationale voterait pour l'abrogation de la loi. Maintenant, cette abrogation ne passerait normalement pas, parce que le Sénat ne la voterait pas dans le même temps. Donc, à partir de là, effectivement, je vois pas c'est même pas de la stratégie politique, c'est vraiment pour le coup de la peur. Oui, c'est de la peur. C'est de la peur, et c'est plus de la politique là aujourd'hui. Si vous ne laissez pas voter le Parlement au mois de juin sur tous les recours possibles, comme on l'a dit il y a quelques secondes, avec l'apaisement qui a été voulu, c'est un recours possible. On sait très bien que le référendum d'initiative partagée va pas être en plus adopté par le Conseil constitutionnel. Ils auraient au moins pu laisser le groupe Lyot présenter cette loi. Non, mais je pense que il y a la lettre et l'esprit. Ils sont dans la lettre de la Constitution et c'est leur droit le plus strict. Après, il y a une faiblesse politique du gouvernement d'Emmanuel Macron. Il est en minorité. La réalité, c'est qu'il est en minorité. Et que donc, son orgueil politique et dans son esprit est plus fort que sa faiblesse politique, donc il abuse effectivement du 49.3, l'article 40. Après, il ne faut pas sous-estimer un point. Imaginez que le 8 juin, l'Assemblée nationale vote la proposition de loi. Une prise de feu du mouvement, c'est sûr. Là, c'est très grave. Là, c'est une véritable censure, pas constitutionnelle, mais c'est une censure politique. Et ils ne peuvent pas se le permettre et se le risquer. C'est pour ça qu'ils sont très en amont. Ça fait quand même, c'est que dans 15 jours, 3 semaines que va avoir lieu ce possible débat. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact dévastateur qu'aurait le vote de cette proposition de loi, parce qu'encore une fois, ça ruinerait symboliquement ce pourquoi Macron s'était dit la mère de toutes les réformes, etc., etc. Donc je ne pense pas qu'ils peuvent se le permettre. Donc ils préfèrent se ridiculiser en faisant tout pour éviter ce débat, parce qu'il y a un véritable risque de vote de cette proposition de loi qui serait encore une fois une véritable censure politique et non pas juridico-constitutionnelle du gouvernement. Ouais. C'est tout à fait, étonnant. Ça signe un peu, je pense, la marque de... Non pas de ce pouvoir, parce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte de complot en bande organisée. C'est vraiment la personnalité d'Emmanuel Macron, qui depuis le début a pensé qu'il passerait en force. De la colère va passer une certaine sidération dans le pays, et maintenant un écœurement, je le dis avec d'autres mots. Cet écœurement, il ne va pas pousser aux prochaines élections à un jeu modéré, etc. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment, comme on dit chez les jeunes, qu'on leur fait à l'envers en permanence, que la vie est dure pour eux. Si vous voulez, moi j'ai encore en tête, parce qu'il faut partir des catégories populaires, laborieuses, qui travaillent pour qui la vie est dure, et qui face à l'inflation, il dit ah bah oui, mais ce sera encore difficile quelques mois. Donc on voit qu'il est très dur sur le plan institutionnel pour faire passer sa façon de voir. Et par contre, il est très coulant, suivant qu'on soit puissant et misérable, sur les conditions de vie. C'est pour ça que j'ai ramené le logement à cette table, que je ramène l'inflation à cette table, sur les conditions de vie dont, légitimement, les Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est-à-dire la grande masse des Français, peuvent penser légitimement qu'on s'en fout au sommet. Mais et puis ce matin, j'entendais qu'il y avait des restos du cœur pour les animaux, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'arrivent plus à nourrir les animaux. Parce qu'il y a beaucoup d'abandon d'animaux de compagnie. Moi, je veux juste encore ajouter une chose. Moi, j'aime pas faire de la psychologie, surtout pas en politique. Mais avec la Ve République et tous les pouvoirs que donne cette constitution au chef de l'État, la psychologie de l'homme d'État est très importante. Or, la psychologie d'Emmanuel Macron, elle est vraiment problématique, je pense vraiment, par rapport au pouvoir que lui confère la Constitution. Et je trouve que plus il est seul, parce qu'il y a d'autres chefs d'État qui ont souvent été seuls, avec on prenait Chirac, il y a eu des moments extrêmement durs où il a touché le fond politiquement, mais la psychologie d'Emmanuel Macron fait que je trouve que plus il est seul, plus son orgueil se réveille et plus il veut avoir raison contre tout le monde. Et ça l'amène en fait effectivement à un comportement en solo. Regardez son ultra-communication seul sur tous les sujets. Il n'y a plus aucun ministre qui apparaît. Complètement, à part Bruno Le Maire un petit peu. Mais franchement, c'est sidérant. Et je trouve que c'est très dangereux. Jean-Luc, un mot encore ?
Non, je pensais que vous vouliez parler. J'entends, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron, c'est l'ensemble du gouvernement. Comme vous l'avez dit, le gouvernement. Enfin, Elisabeth Borne continue à essayer d'exister. Donc elle pourrait au moins avoir de l'influence pour dire à un moment donné, on arrête. On essaye d'apaiser le pays. Enfin, pour moi, tout le monde dit ça, l'intersyndicale dit ça, un certain nombre de personnalités disent ça. Il faut pacifier ce pays. Sinon, on va rien arrêter du tout, quoi. Quel que soit le vote qui aurait lieu à l'Assemblée nationale, ça ne change pas. Ce pays n'est pas apaisé. Non, mais même l'intersyndicale ne dit pas il faut apaiser le pays. L'intersyndicale est allée dans son droit. Attention. Il dit retirer la loi. On retire la loi. On vient pour demander à retirer la loi. Elle n'est pas dans une communication de dire on apaise le pays. Je suis désolé, à l'extrême gauche, France Insoumise, ils sont pas dans une politique d'apaiser le pays. Et le président de la République non plus. N'est pas donc personne ne veut jouer le jeu de l'apaisement. Amenons de la nuance sur la question de l'invitation de l'intersyndicale. Par exemple, la CFDT, les syndicats réformistes, sont d'accord pour parler d'autre chose. Que Sophie Binet, qui a gagné le Congrès, je vous rappelle, sur la ligne dure au sein de la CGT, qui est quand même revenue à la table, elle aurait pu ne pas y revenir pour refuser dans un premier temps, on est un peu dans un jeu de figure. Ensuite, là où vous avez raison, donc c'est pour ça que j'amène de la nuance et non pas de la confrontation, c'est quand vous voyez la réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'agression du petit-neveu d'Emmanuel Macron, on est clairement dans la théorisation de la conflictualité. Et ce qui est tout à fait gênant, c'est que vous avez une conflictualité au sommet, ça n'a pas été contesté, assumée de la part du président de la République, de manière plus polie certes que Jean-Luc Mélenchon, et une conflictualité de ceux qui parlent le plus fort à gauche, mais qui ne sont pas, je le rappelle chaque fois, sur ce plateau, toute la gauche. Mais l'intersyndicale n'est pas dirigée par la LFI, n'est pas dirigée par M. Mélenchon. Oui, l'intersyndicale, l'incroyable succès de l'intersyndicale au niveau de la coordination des 8 syndicats dits représentatifs dans le pays, tient un discours extrêmement modéré de mon point de vue. Ils essayent d'être à l'écoute, eux, au moins, de l'ensemble d'une majorité de nos concitoyens. Ce qui n'est pas le cas du gouvernement, ce qui n'est pas le cas du président de la République. On marque une pause, 9h27, et on revient dans un instant. On va parler de ces affiches à Avignon avec un Emmanuel Macron grimé en Hitler, et on en débat. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Alors, Alex Darmon, vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé à Avignon, et en particulier, pas en particulier, sur ce qui s'est passé à Avignon, avec des affiches qui reprennent l'image d'Emmanuel Macron, qui est caricaturé en Hitler avec une moustache. Non, mais, moi, je suis pour la liberté d'expression, c'est hyper important. On va pas refaire le débat ici, bien évidemment. On va en parler si vous voulez. Mais moi, je trouve que quelle violence. Quand vous voyez ces affiches, quelle violence, honnêtement, dans les rues. Alors en plus, carrément, sous les panneaux de la ville, des abribus, donc ils ont réussi à les installer. C'est un affichage sauvage. Et ça, il faut qu'on nous explique comment ils ont réussi à pouvoir ouvrir les panneaux. Bon, bref. Et ça c'est un coup de la CGT, encore une fois, non? Je m'interroge. Ce dessin vient directement d'un dessin qui avait été imaginé par un graphiste qui s'appelle Letko, qui n'était pas à son coup d'essai, qui avait déjà, rappelez-vous, en 2021, fait une affiche avec une affiche antisémite, puisqu'on voyait Monsieur Attali qui jouait avec Emmanuel Macron en marionnette. Et donc cette affiche qu'il a dessinée, je crois que c'était au mois de mars dernier, qui avait été graffée sur une autoroute près d'Avignon, a été récupérée par on ne sait pas qui aujourd'hui, pour pouvoir être diffusée dans la ville entière d'Avignon avec une moustache en 49.3 et en disant que il faut que le peuple se réveille. Moi, je trouve ça hyper choquant. Moi, vraiment, je veux dire, il y a aucune excuse. On peut parler de liberté d'expression si on veut, mais il faut quand même se rendre compte des choses. On n'est pas dans l'Allemagne nazie entre 39 et 45. On n'est pas dans des dictatures dans le monde aujourd'hui. On en parlait en début d'émission, qui tuent des gens par la peine de mort en les pendant, parce que c'est ça qui se passe dans certaines régions du monde. On n'est pas en Corée du Nord. Bref, on n'est pas dans une dictature pour qu'on puisse comparer Emmanuel Macron, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et d'ailleurs, voilà, les affiches le montrent, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Parce que liberté d'expression, encore une fois, je reviens sur, on l'a évoqué hier, Laurent Gérard qui
caricature Zelensky, c'est un humoriste, c'est un caricaturiste. De la même manière, Charlie Hebdo caricature. Là, on n'est pas dans le même contexte. Ce matin, juste pour dire, Julien Audoul, qui était l'invité du Grand Matin Sud Radio, disait qu'on l'avait fait des centaines de fois à Marine Le Pen et que c'était la liberté d'expression outrancière, mais que les gens s'indignaient moins quand on le faisait à Marine Le Pen. Oui, enfin moi j'ai souvenir d'avoir été candidat aux élections moi-même, mais à peu près tous les candidats, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, on est toujours le Hitler de quelqu'un quand on est candidat, parce que alors là il y a le graphisme, il y a le caractère répétitif qui peut vous choquer et qui est choquant, mais il n'y a rien de plus simple que de prendre un feutre, de vous mettre une mèche et une moustache. Ce qu'avait fait une humoriste. Attendez, j'ai pas fini parce que je resitue quand même dans le contexte. Alors, mis à part ce sujet-là spécifique d'Avignon, moi je suis quand même, c'est ce que suggérait, j'imagine Valérie, je suis quand même assez impressionné du recul de la liberté d'expression. Alors, ça a été dit à l'instant sur un autre sujet, un humoriste, Laurent Gérard, mais demain, quelqu'un qui va exprimer dans une université un point de vue hétérodoxe par rapport au mouvement LGBTQ ne peut plus s'exprimer. Et puis, dans le mouvement social, je m'aperçois que le pouvoir, là, c'est pas le cas, mais... que le pouvoir va interdire une affiche qui est inconvenante à l'endroit du chef de l'État, confisquer des casseroles sur des bases juridiques qui n'existent pas. Donc moi, je suis en désaccord profond. On peut pas mettre tout sur le même plan. Hitler, c'est quand même. D'accord, mais je l'ai mis à part. Vous avez raison, Valérie. Je mets à part. C'est quand même quelqu'un qui est à l'origine de la Shoah. Enfin, c'est pas. Moi, je ne sais pas me prononcer là-dessus. Je ne sais, pour les raisons que vous évoquez tous les deux, je ne sais pas me prononcer sur le cas d'espèce. Par contre, je constate qu'il y a un recul général de la liberté d'expression assumée, qu'on juridicise un certain nombre de points de vue qui n'ont rien à voir, parce que c'est le point Godwin, comme on dit, qui n'ont rien à voir avec le Troisième Reich. Et ça me terrifie un peu, parce que d'une certaine manière, si vous êtes quelqu'un de confession musulmane et que vous vous dites, d'un côté c'est Charlie, on a le droit de caricaturer le prophète, et de l'autre, finalement, sur d'autres opinions, on est poursuivi systématiquement. Attention au territoire de la liberté d'expression à géométrie variable, et simplement à son recul, parce qu'il existe, notamment à l'endroit du chef de l'État. Moi, je suis désolé, se promener avec un pantin à l'effigie du président de la République de manière carnavalesque dans une manifestation ne doit pas appeler des sanctions pénales. Alors, Michel... Non, moi je voulais juste souligner une chose, c'est qu'il y a quand même, je trouve, une banalisation de la figure de Hitler et du nazisme. Non, ça n'a pas toujours été. Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, à l'extrême de l'extrême droite et à l'extrême de l'extrême gauche, il y a effectivement un antisémitisme qui essaye, quand il peut, de ressurgir dans l'actualité, je le pense vraiment. Je pense que c'est une constante de ces mouvances-là, et qu'effectivement, il n'imagine même pas ce que ça a été Hitler, ce qui a été fait dans le nazisme. Et donc, si vous voulez, voilà, moi je veux le dénoncer. D'ailleurs, il y a un consensus en France, il y avait un consensus en France qui est d'ailleurs propre à l'Allemagne et à la France, qui n'est pas dans d'autres pays, où par exemple, toute forme de révisionnisme tombe sous le coup de négationnisme, tombe sur le coup de la loi. Oui, mais c'est la loi. C'est une spécificité française dont on peut être fier, je pense, et qui, voilà, et je pense qu'effectivement, ça c'est un c'est un élément qui me paraît important, mais effectivement, Macron, il faut juste rappeler à tout le monde, Macron n'est pas Hitler. C'est con à dire, excusez-moi, mais malheureusement, moi, je peux le dire avec force aujourd'hui, Macron n'est pas Hitler, et cette comparaison est stupide et mortifère. Sur le nouvel antisémitisme, il me semble, mais peut-être que je me trompe, en tout cas issu de la gauche, qui est une sorte de focalisation sur l'État d'Israël. Israël égale le sionisme. Le sionisme c'est pas que ça. D'accord, mais je peux exprimer une opinion. Et il me semble que son vecteur de banalisation de l'antisémitisme, le maillon faible, entre guillemets, auprès d'un certain nombre de publics qui sont antisémites, il y a aucun doute là-dessus, c'est en permanence de délégitimer l'existence même d'Israël en comparant, d'ailleurs à gauche, moi je m'y étais opposé, Israël à l'apartheid, et en délégitimant, y compris l'idée que les Juifs puissent avoir leur propre territoire. Mais sur cette caricature-ci, Macron grimé en Hitler, c'est pas l'antisionisme, c'est
Le juif, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Et c'est ça qui est véhiculé comme message et qui prospère aussi beaucoup dans une partie de la société française. Jean-Luc, vous en pensez quoi? J'en pense que cette affiche est odieuse, que c'est une provocation qui réussit, puisque effectivement on en parle partout, et que c'est pas une première fois que cette affiche existe, effectivement. Je sais pas comment interdire ce genre d'acte absolument, pour moi, inconcevable. Enfin, concevable, puisqu'ils existent malheureusement. Après ça, mélanger tout ça avec le débat sur l'antisémitisme, moi je veux bien qu'on compare l'antisémitisme c'est Hitler, hein, c'est pas Kim Jong-il qui a représenté. C'est pas Pinochet, c'est Hitler. C'est-à-dire le pire de peut-être ce qui a pu se faire. Mais je suis d'accord, Valérie. Je trouve que chaque fois que je vois cette affiche, parce qu'elle a déjà existé avant, elle me fait sauter en l'air. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Après, comparer ça avec tout le débat sur l'antisémitisme, qui touche très largement de façon de l'extrême droite. Moi, je veux bien qu'on continue à penser qu'il existe aux marges, aux franges de l'extrême gauche ou de l'ultra gauche un antisémitisme. C'est vrai, mais alors il était extrêmement Jean-Luc, ça existe à l'extrême droite, ça existe aussi à l'extrême gauche. Arrêtons les tabous. À l'ultra gauche, François. Je ne sais plus faire la différence. Bon. Alors, si on dit que la LFI est d'extrême gauche, moi je pense qu'elle est bien plus large que ça. Si on dit cela, on ne peut pas dire que la LFI prône des messages antisémites. Enfin, soyons sérieux. Personne n'a dit ça, mais tiens, c'est toi qui le dis. Antisioniste, ça c'est sûr. Antisioniste, c'est sûr. Antisioniste, c'est sûr. Alors, antisioniste, c'est sûr. Et pour certains, je pense que l'antisionisme va très loin dans la haine de l'État d'Israël. Et alors, pour être très précis, puisqu'on est allé sur ce terrain-là, mais c'est un débat d'actualité, donc c'est bien d'y aller. Je pense que, pas que d'ailleurs à LFI, mais aussi au Parti communiste, voire parfois dans d'autres partis de gauche, il y a cette idée clientéliste qu'en étant le plus dur possible avec Israël et en ayant un certain nombre de relents, on va satisfaire un certain type d'électorat. Voilà. Et ça, je le vois. Je vois très nettement qu'il ne faudrait pas vexer un certain type d'électorat par des prises de position. Alors, ce certain type, il faut le définir. Bon, on a bien compris de quoi il s'agit. Mais il faut l'électorat des quartiers, dont on pense, mais je pense que c'est une forme de mépris de ceux qui pensent qu'ils auront leur grâce électorale, dont on pense que c'est le levier électoral majeur. Alors, en réalité, quand vous regardez le vote dans les quartiers populaires, et à dessein, je dis quartiers populaires, si vous prenez le prisme communautaire, c'est un certain prisme, mais vous allez voir que les votes vont suivre aussi un prisme social. C'est-à-dire que plus les quartiers sont populaires, plus ils ont un certain type de vote. C'est donc une erreur, me semble-t-il, d'aller sur ce terrain-là par électoralisme. On marque une pause et on va revenir avec vous pour commenter l'actualité. En particulier, je voudrais qu'on parle de Pape Ndiaye et de sa nouvelle campagne contre la transphobie. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à l'école alsacienne à Paris, mais qui exprime quand même une tendance de ce qui est en train de se passer dans l'éducation nationale. Donc, à l'école alsacienne, une conférence sur les trans a été organisée dans une classe de 4e. On l'a légèrement évoqué hier avec Pascal Bataille. Et donc, c'est le nouveau combat de Pape Ndiaye. Et écoutez, hier ou avant-hier, à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie, on en a beaucoup parlé ici, voilà le message qu'il a diffusé. Ici, on peut être soi, c'est le message positif que nous avons souhaité passer. En cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, il était important de le redire à tous nos élèves. Vous êtes les bienvenus à l'école. Voilà, donc moi je pose une question, est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale? Est-ce que c'est une priorité? On pense aux enfants handicapés qui n'ont pas la possibilité d'accéder à certaines classes. C'est en train de prendre des proportions, me semble-t-il, disproportionnées par rapport au sujet sur des enfants de 4e. Hier, la présidente de l'association Août
trans était invité sur Sud Radio pour en parler dans Les Vraies Voix. Je ne sais pas si c'est réellement le lieu, l'école. Il y avait avant ça s'appelait l'instruction, le ministère de l'instruction. Et non pas de l'éducation. L'éducation, ce sont les parents. L'instruction, c'est l'école. Moi, je pense que ce qui est choquant, c'est que les missions fondamentales, lire, écrire, compter, ne sont pas garanties. C'est-à-dire qu'on a une école qui est dans un état de délabrement absolument terrible. On recrute, on n'a même pas réussi à avoir le nombre d'admissibles au CAPES de maths par rapport au nombre de postes, même pas au nombre d'admissibles requis. Et vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui semble un petit peu plus passionné par ces sujets, certes importants, mais de nature sociétale, alors que la première des inégalités, bien sûr qu'il faut lutter contre les discriminations, c'est le fait que cette machine scolaire est une machine à accroître par son dysfonctionnement les inégalités. Bien sûr. Et moi, je me pose la question de savoir, du côté de Louviers, du côté de Thionville, du côté de Cambrai, du côté de Bondy, quelle est l'attente des parents? Est-ce que l'attente des parents, c'est qu'il y ait des forums éducatifs sur toute une série de sujets? Ou est-ce que l'attente des parents, c'est pour avoir le piston de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire que l'instruction publique permette à l'enfant d'ouvrier, à l'enfant des quartiers, comme quand l'ascenseur finalement éducatif et social fonctionnait, de devenir ingénieur, de devenir ministre, de devenir spationaute, bref, de pouvoir réaliser sa vie. Et je crois que nous nous perdons dans des débats parallèles. Alors d'ailleurs, c'est tout à fait significatif de savoir que c'est dans l'école des élites, n'est-ce pas, une école privée alsacienne où monsieur le ministre a ses enfants, monsieur le ministre de l'Éducation publique. École alsacienne qui n'est pas en Alsace du tout. Hein. Vous voyez, vous faites bien de le préciser pour nos auditeurs. J'y tiens. C'est une école privée dans le 6e arrondissement. Une école où en réalité on n'a pas besoin de l'éducation pour apprendre à lire, écrire, compter et faire son itinéraire parce que les parents sont là derrière et qu'on peut finalement, voilà. Alors pour autant, il faut lutter contre le racisme. Mais c'est pas. Mais bien sûr. Michel, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le sujet là. Le sujet, c'est, pour moi, il y a deux sujets. D'abord, toutes les minorités ont le droit de s'exprimer, ont le droit au respect. Tout à fait clair. Ça, c'est la première chose qu'il faut poser. Mais après, ce à quoi on assiste, c'est que là, vous avez, c'est même pas une minorité, c'est une infime frange de la population qui est en train de prendre le pouvoir médiatiquement dans l'espace public de notre pays, sur des affiches d'abribus. Vous aviez le planning familial qui faisait une campagne sur les abribus pour dire vous avez le droit d'être trans. Vous avez le ministre qui relaie effectivement cette journée dire, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, en termes de discours, en fait, vous avez une hyper-minorité qui est en train de prendre le pouvoir médiatiquement. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire rentrer le monde réel des missions régaliennes de l'éducation nationale dans ce débat. Et la deuxième chose qui concerne, là, ce que je viens de dire ne concerne pas que l'école, ça concerne toute la société. Mais concernant l'école, moi, il y a juste une chose qui m'inquiète. Comme parent et comme, on va dire, éditeur, mais comme parent, c'est la puissance de mimétisme que peut susciter auprès des enfants le fait qu'ils découvrent des trans et des autres personnes. Et ça, c'est ravageur. Il y a des psychologues qui parlent de ça et qui s'inquiètent. Et je suis dit, là, il y a une mode en ce moment. Non, mais c'est pas une mode. Décider qu'un enfant, parce qu'il a vu ça on lui en a parlé, a envie de changer de sexe, ou envie de... Non, je suis désolé. Ça peut avoir de très lourdes conséquences. Et donc, je pense qu'il y a une inquiétude de ce côté-là. Oui, Alex Darmon. Objectivement, c'est compliqué comme sujet. Faut pas oublier quand même qu'il y a des enfants qui se sentent mal à l'école parce que il y a encore un enfant au mois de janvier, on en a parlé, ce jeune Lucas qui s'est suicidé parce que... On parle d'homosexualité, là il y a une offensive des trans. Non mais justement, j'y viens. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des enfants aujourd'hui qui se sentent mal à l'école parce qu'ils s'assument pas. Vous faites bien de le rappeler. Vous faites bien de le rappeler. C'est hyper important. Parce qu'ils s'assument pas, et je pense que c'est aussi le rôle du ministre de l'Éducation nationale et de ses équipes de faire en sorte que ces enfants, peu importe l'école où ils sont, se sentent bien le matin en se levant et en allant voir leurs copains pour aller apprendre à étudier. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi dans ces missions qui sont les missions de l'école, à ne pas aller trop loin, à ne pas vouloir être, entre guillemets, vraiment entre guillemets, trop en avance sur des sujets de société qui rentrent progressivement dans nos quotidiens, à nous les adultes,
à nous les adultes, qui prennent part sur nos écrans de télévision, mais c'est la vérité, dans des émissions de télévision, sur le service public, sur toutes ces choses-là. Et il ne faut pas vouloir transférer tout de suite ce qu'on voit dans nos quotidiens aujourd'hui sans avoir analysé, sans avoir laissé passer un peu de temps dans les écoles. Donc, il est un peu là le problème aussi. Moi, c'est pas tant que ça soit à l'Alsacienne, ou que dans cette école privée à Paris, ou dans une école publique, ou n'importe où, que ça soit abordé. C'est plus que dans le quotidien des élèves. Et moi, je suis d'accord avec François Calfon sur le fait que les enfants viennent à l'école pour apprendre et avoir des capacités intellectuelles qui leur permettent de lutter contre l'inégalité et chacun pouvoir se développer. Pas non plus pour qu'on leur fasse ce qu'ils pourraient faire dans le quotidien à côté avec leurs copains, avec leurs parents, avec leur famille, ce qu'ils veulent, ça les regarde dans leur loisir. C'est entre guillemets pour moi aujourd'hui du loisir. Jean-Luc Benamias. Sujet extrêmement compliqué. C'est compliqué. Je ne comprends pas ce ministre de l'Éducation nationale. Je pense que d'ailleurs lui-même a du mal à comprendre. Pourquoi faire un phare de l'actualité sur une pratique pédagogique à une certaine heure à l'école alsacienne? C'est quand même pas le centre du monde, l'école alsacienne. Le centre du monde, et François l'a rappelé, et vous les autres aussi, c'est dans quel état se trouve aujourd'hui le corps enseignant, dans quel état aujourd'hui se trouvent les collèges et certains lycées, notamment les lycées techniques, dans quel état se trouve l'ensemble national, où on n'est même pas capable aujourd'hui, quand il y a des concours, d'avoir un certain nombre de candidats et de candidates déjà qui participent et qui réussissent l'examen. C'est ça le centre complet de la situation aujourd'hui. C'est pas ce qui se passe à l'école alsacienne. Et je trouve, on l'a déjà dit sur cette antenne, que Pap Ndiaye ne joue pas son rôle. Il n'est pas à sa place en tant que ministre de l'Éducation nationale. J'ai rien contre lui, fondamentalement, parce que c'est un homme, c'est un historien, c'est un homme qui a du savoir, qui a de la culture. Mais là, il est totalement à côté et se remettre au centre de l'actualité, alors qu'effectivement ces enfants sont à l'école alsacienne. Moi, j'ai rien contre l'école alsacienne. C'est une école relativement, on va dire ça entre guillemets, d'élite, mais c'est pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour moi dans un certain nombre de collèges et dans un certain nombre de lycées où il n'y a pas assez d'enseignants, où il n'y a pas de surveillants formés, où il n'y a pas de corps éducatifs qui permettent justement ces corps éducatifs de parler du sujet dont on parle. C'est-à-dire de parler des gens, de parler de tout cela, mais c'est pas dans le sens, c'est pas central dans l'éducation nationale. Et puis, est-ce que c'est le rôle de l'école de faire venir ce type d'association? Que des enseignants en parlent dans le cadre d'un cours, pourquoi pas d'éducation sexuelle, mais est-ce que c'est le rôle de faire venir des associations? Et ce que disait Alex Armand tout à l'heure est juste, c'est-à-dire que le rôle de l'école, c'est d'ouvrir, c'est de faire, à partir du moment où c'est lire, écrire, compter, réfléchir, vous pouvez lutter contre les discriminations. Sinon, vous ne pouvez pas. Je rebondis sur ce que vous dites. Il y a quand même dans cette société, c'est la tyrannie des minorités. D'ailleurs, il a été expliqué qu'avec 2,5% d'adhésion à une minorité, si vous êtes une minorité active, vous pouvez emporter majorité par le phénomène médiatique, etc., renforcé par les réseaux sociaux. La réflexion fondamentale, c'est est-ce que ce type d'endroit, est-ce que l'école, c'est pas le lieu de l'apprentissage du commun? Est-ce que dans le temps, on mettait une blouse grise? Alors c'est peut-être un peu réactionnaire, pour gommer les différences sociales. Eh bien, il n'y a plus la blouse grise, mais il devrait y avoir une blouse grise du sacré, de ce qui fait société ensemble. Et donc, dans la manière dont vous l'exprimez, Valérie, moi je crois qu'aucun sujet n'est tabou. Mais l'école n'est pas le supermarché, l'école n'est pas la place publique, l'école n'est pas le lieu du meeting. Et donc, on parle de tout de manière éclairée avec le professeur comme quelque part tiers de vertu, tiers de confiance. Pour élever les uns les autres, mais ça ne peut pas être un lieu d'endoctrinement, quels que soient les sujets. Et sous couvert, finalement, de lutte contre les discriminations, il faut lutter contre les discriminations. Ça n'est pas le forum de toutes les associations qui représentent des populations discriminées. Ou alors, on perd le commun. Alors, précisément, l'école est le lieu où l'enfant qui est issu d'une famille qui a telle orientation philosophique ou religieuse va rencontrer celui qui a une orientation totalement
totalement différentes. Et le miracle de l'école, c'est que vous avez des camarades de classe de toute origine, de toute opinion, qui se retrouvent et qui se construisent eux-mêmes à travers cette proposition qui est finalement l'apprentissage du commun. Non, mais on est d'accord. Lutter contre les discriminations, évidemment, parler, pourquoi pas des trans, mais cette c'est pas un forum de militantisme. Je crois que Benamias a raison. On a un problème d'incarnation, de la part du ministre Pap Ndiaye. C'est pas la première fois qu'on le dit. Il n'est pas à sa place. Non. On sent qu'il essaye d'exister, qu'il amène des sujets qui, franchement, ne sont pas les priorités. Ils ont toujours été les siens, par ailleurs. Il est fasciné par ces sujets de discrimination. C'est quelqu'un de brillant. Oui. Il a quand même dirigé le musée Fort Doré. Enfin, c'est quelqu'un vraiment de brillant. Donc ça on remet pas ça en question. Simplement pour diriger l'éducation nationale aujourd'hui, c'est la formation américaine. Et c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui puisse vraiment répondre aux questions même nationales de l'éducation nationale. Le travail, comment faire progresser les élèves, comment faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise. Ça rentre pas, ça, ce qu'il a fait avant-hier. Alex, allez-y, comment continuer à avoir une vraie mixité sociale dans les différents collèges, dans les différents lycées? C'est central. C'est central. Il y a maintenant des difficultés fondamentales. Et je suis une famille intellectuelle, enfin, en tous les cas, c'est ce que je crois. Globalement, c'est facile pour des familles de trouver le bon lycée, de trouver la bonne structure. Pour d'autres familles, c'est impossible. C'est quand même un paradoxe de prôner la mixité sociale de la part du ministre et d'avoir ses enfants dans une école privée du 6e arrondissement. On le dit depuis le départ, Valérie. Non, enfin, si on est pour Valérie, on est d'accord avec vous. Non. Et juste un mot et à lire, c'est dans Le Point, c'est un article de Sophie Coignard sur le niveau de lecture. Faites ce que je dis, mais Pap Ndiaye qui se satisfait, qui dit on est content, les résultats de la France s'améliorent. Il faut juste rappeler qu'on est avant-dernier au niveau européen en matière de lecture. Donc oui, certes, on a fait quelques progrès, mais ce que dit Sophie Coignard, il faut se réjouir avec modération. Mais je trouve qu'on n'a pas répondu à votre question, Valérie. Est-ce que ces associations devraient avoir droit de citer dans les... Moi, je pense que non. Je pense que les cours, il y a des choses en matière de cours d'éducation sexuelle qui ont beaucoup évolué dans le discours depuis 4-5 ans et qu'il faut s'en inquiéter. Ouais. Voilà. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on va parler art. Restez avec nous, c'est passionnant. Et l'impact de l'intelligence artificielle sur l'art, c'est à suivre dans un instant.